Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur Equinox Télévision, mais surtout bienvenue au cœur de 10-12 le Zénith. Et c'est reparti pour 2 heures de temps d'antenne au cours desquelles nous aurons encore l'occasion de parler des choses qui intéressent naturellement le Cameroun, mais qui sont plus que jamais proches des Camerounais aujourd'hui. Une question et pas des moindres, c'est comprendre toujours comment est-ce qu'au Cameroun on est investi dans le bradage des terres aujourd'hui. Qui sont ceux qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans la vente des terres au Cameroun? Comment expliquer qu'on ait des départements qui, environ 2 semaines aujourd'hui, auront fait l'objet d'une annonce incroyable venant du gouvernement camerounais, demandant à ce que les terres ne soient plus vendues dans certains départements aujourd'hui au Cameroun. Le cas précisément de Tiko nous interpelle encore ce matin et dans le village Menlan. Comment expliquer aussi que l'autorité administrative soit impliquée dans ces questions de ce côté? Nous tenterons certainement de mieux comprendre cette situation au regard des faits qui nous sont restitués, mais surtout de l'appréciation multiforme des éléments propres à la loi et à la législation en vigueur en matière d'octroi des terres au Cameroun. Quel rôle jouent aujourd'hui les chefs traditionnels et comment peut-on expliquer, bien évidemment, tout l'embrouille qu'il y a autour des questions propres, bien sûr, aux chefferies traditionnelles aujourd'hui au Cameroun? Nous en parlerons. Mais qu'est-ce qui se passe véritablement à Foumbot depuis vendredi dernier? Beaucoup font peut-être semblant de ne pas s'ouvrir à la question de Foumbot. Jusqu'à ce matin encore, les boutiques restent fermées de ce côté. Et les commerçants sont aux abois, se demandant à quand le retour de la paix à Foumbot. Ils ne peuvent plus vendre parce qu'en réalité, des compatriotes ont décidé de tout faire pour ramener les prix à un niveau acceptable. Et sur la question, bien sûr, des prix homologués au Cameroun, où en sommes-nous justement? Entre Foumbot et Foumban, il n'y a qu'un seul lien. Foumban également ce matin, on peut le dire. Le marché central de Foumban est fermé bien sûr depuis ce matin. Avant d'entrer dans ce studio, nous avons tenté, nous aussi, de nous rassurer de l'effectivité de cette information. Au final, quelles sont les tensions qui sont jaillissantes au moment où nous parlons entre Foumbot et Foumban, 2 localités importantes dans le Noun. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous ce matin, on en parlera. Donaplis Kamgan nous retrouve ce matin. Bonjour à vous, chers messieurs, et merci de nous retrouver dans le Zénith. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs. Nous sommes surpris qu'au Cameroun, ce qui est urgent puisse prendre 5 à 10 ans. Le cas du centre hospitalier régional inauguré hier par le chef du gouvernement, c'est un projet annoncé en décembre 2014 en conseil des ministres par le chef de l'État dans le cadre de ce qu'ils ont appelé le plan d'urgence triennale pour l'accélération de la croissance. Vous savez que ce plan était censé être mis en œuvre de 2015 à 2017, 2015, 2016, 2017, donc 3 ans. Le centre inauguré hier est censé être opérationnel donc depuis 2017. Mais c'est en 2017 que les travaux ont commencé. L'urgence a pris 8 ans finalement. Voilà. Tout est urgent. Merci beaucoup, M. Kamgandou, nous ouvrir voilà cette fenêtre-là. Le modèle typique de la gestion des projets au Cameroun. On annonce, lorsqu'on est sous pression, on dit des choses qu'on ne peut pas réaliser, en tout cas souvent, dans les délais. Vous savez que lorsqu'un projet va prendre un certain temps, oui, il a un budget. Lorsque le délai se rallonge, les budgets se rallongent également. Naturellement, merci. Il y a les vigiles qui sont engagés, on doit pouvoir continuer à les payer. Les entreprises qui sont adjudicataires, donc qui exécutent le marché, également, les délais impactent sur les coûts finalement du projet. On va saluer Isabelle Carozopet, qui n'est pas trop loin de vous. Bonjour madame, bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin, bonjour particulier à la Miss Cameroun. Voilà, j'ai du mal à voir à quel point elle est lancée sur la toile. Je crois que les points de vue, on devrait pouvoir les respecter. Son point de vue, elle a eu à donner sur une chaîne de télé, justement, continue de faire débat encore jusqu'ici sur la toile, donc on ne supporte pas ça et vraiment commence à avoir des écarts de comportement aussi à son endroit. Beaucoup de courage à elle. Dans tous les cas, elle reste la Miss Cameroun. D'accord, Miss Cameroun. Vous aussi, vous n'êtes pas l'homme d'une Miss, hein? Merci de faire briller le plateau. Momo Bengan Kandji, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Beaucoup de gens, surtout des jeunes, se posent beaucoup de questions. Peut-on rompre un mariage traditionnel? J'ai dit oui. Ou si vous voulez, est-ce qu'une fille qui a été dotée
son mariage peut se trouver rompu. J'ai dit oui. Beaucoup de filles se plaignent, beaucoup de couples sont en discorde. Ils peuvent obtenir facilement le divorce auprès des tribunaux, mais qu'en est-il du mariage traditionnel? Oui, on peut rompre le mariage traditionnel. On peut le rompre, on peut même ne pas rembourser la dot pourvu que les deux familles participent d'un consentement mutuel. Et ce n'est pas leurs filles et leurs fils qui vont, j'allais dire, orienter les choses. S'ils constatent que leurs fils et leurs filles ne peuvent plus et qu'ils sont allés devant les tribunaux, il leur appartient de venir avec cela, se réunir, parce que les deux tourtereaux ne parlaient pas pendant le processus de la dot. Les deux familles se réunissent et constatent que leurs enfants ont divorcé. Ils procèdent à un procès verbal de constatation de cela et ils prennent acte. Ils invitent donc les deux enfants, chacun dans sa famille, pour les bénir. Il faut les bénir en réalité. Parce que si vous ne les bénissez pas, la suite risque d'être mauvaise. Ils risquent de se retrouver l'un et l'autre dans l'instabilité sentimentale. Donc, ils pourront peut-être se marier officiellement, mais ils seront toujours emprunts à des divorces. Donc, il faudra les bénir par la suite. Je vois votre fils Donakam en train de rire, parce que là, je ne sais pas, vous êtes concerné par ça? Parce que je vous sens... Ça concerne tous les jeunes qui sont mariés ou qui ont un projet de mariage. Forcément, voilà. Je suis concerné. Merci beaucoup. Comme vous aussi, Michel. Ben, naturellement. Voilà. On est tous concernés. En espérant que pour que les deux familles se mettent encore ensemble, il faut au moins que les deux tourtereaux au moins acceptent que les familles se mettent ensemble. Parce non, les deux tourtereaux, les deux tourtereaux peuvent divorcer, même refuser de se revoir encore. Ouais. Le problème, c'est que chaque famille doit avoir les raisons des divorces. Il faut qu'on en parle, mon Ben. Des raisons de divorce ils vont prendre acte de cela. Gardez-nous ce Comme sujet-là. ils ont mangé la cola et bu le vin, qu'on ne peut plus renvoyer, il faudra maintenant refaire un rituel de bénédiction des enfants en leur disant vous n'avez pas pu, c'est également notre faute des parents parce qu'on n'a pas suffisamment fait de Ngambi ou alors parce que vous n'avez piégé. Maintenant, on vous donne ce sujet est très important. C'est très important d'en parler, bon Ben. Vraiment, merci d'avoir mis le pied dans cette réalité ce matin. Et puis, on espère qu'ils sont très nombreux qui nous regardent. Voici une Mafo, pas des moines d'ailleurs qui nous accompagnent chaque matin. Et quand je dis Mafo, justement, je donne tous les attributs qui vont avec aussi. Princesse, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gachou. Bonjour à tous les téléspectateurs qui regardent le programme encore ce matin. Et je vois bien que Père Momboka a voulu réagir quand on a dit une Mafo. Bon. Oui. Ça me concerne directement. Ah oui. Quand on dit la Mafo, vous vous sentez concerné? Oui, tout à fait. D'accord. On comprend bien que c'est sur le plan. C'est elle qui va agrandir ma chefferie. Donc, ça, les petits comme eux, là, ça ne les concerne pas. C'est entre nous. D'accord. Voilà. Et ce matin, monsieur Michel Gachou, j'aimerais quand même attirer l'attention sur ce qui se passe désormais au sein des chefferies traditionnelles avec la désignation des successeurs. Que se passe-t-il véritablement et quelle est l'influence de l'autorité administrative dans la désignation des chefs traditionnels? Quels sont surtout les intérêts? Il y a ce chef-là qu'on allait voler. On a volé chez un chef, on a tapé le chef, on est sorti. Monsieur Michel Gachou. Non, je voudrais que vous gardiez d'avoir la parole. On parlera de ça après. C'est important. En tout cas, moi, j'avais le regard du côté de la famille Mungo Menlan où il se passe des choses assez compliquées avec cette défiance des autorités administratives par rapport à ce qui se dit sur le plan traditionnel. Ça interpelle énormément ce matin. Heureusement que vous êtes une Mafo. On va tenter peut-être tout à l'heure aussi de comprendre votre position en tant que princesse. Alors, madame, messieurs, merci vraiment à tous. On va devoir souhaiter bon retour à Dallas Tiana qui est avec nous ce matin après un petit moment de convalescence. Merci Dallas de nous retrouver. Voilà. Allez, l'histoire de ce matin. Faisons bien. Parlons du Cameroun, parlons de vous, parlons de nous, parlons de nos réalités quand même. Bonjour les femmes. Et voilà, l'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'une femme qui est embarrassée, elle ne sait plus quoi faire, rester ou partir, croire en l'époux et espérer que les choses s'arrangent dans sa belle famille. Elle l'attend, elle espère, mais elle ne sait vraiment pas quoi faire. C'est pourquoi elle s'est retournée vers nous ce matin pour avoir la sagesse. En effet, elle est mariée sur le plan traditionnel, elle a été dotée depuis quelques années déjà. Elle a 3 enfants issus de cette relation et son mari qui vit entre le Cameroun et l'étranger a bâti une maison où il a installé avec les enfants et pour des besoins de sécurité, il a fait venir son petit frère et sa femme et leurs enfants
qui loge juste dans la dépendance derrière la maison principale, mais ils partagent vraiment toute la concession ensemble. Seulement, depuis que la femme est installée avec le beau-frère, sa vie est devenue véritablement compliquée. Tout a commencé par le fait que le beau-frère, la famille, en tout cas la belle famille, venait tout le temps dire à son mari et à elle qu'il faille faire venir un pasteur pour bénir et purifier la maison parce que les enfants dorment mal et tout ça. Ils n'ont opposé aucun refus. Ils ont fait venir un pasteur des églises dites de réveil, parce qu'il faut dire que le cadet, qui est également chef de la famille du mari, et dans une église réveillée, ils ont donc fait venir leur pasteur pour bénir leur maison. Sauf que en passant, ils ont demandé à l'époux, au mari, s'il pouvait permettre également que cette prophétesse-là vienne également purifier leur maison. Ils n'ont trouvé aucun problème. Ils sont entrés dans les chambres, priés, jetant du sel ça et là. Sauf qu'à un moment, la prophétesse est entrée dans une sorte de transe, disant qu'elle détecte beaucoup d'ondes négatives dans la maison, comme quoi la femme aurait envoûté la maison, envoûté son mari également. Sauf que son mari à elle n'a pas été tant ému que ça. Il a cru à la version de sa femme qui disait qu'elle ne sait pas de quoi la prophétesse parle. Seulement depuis, la vie est devenue très compliquée pour elle. On l'accuse de sorcellerie dans la famille, dans la belle famille. On l'accuse d'avoir envoûté son mari. Après le passage de la prophétesse. Oui. Et son beau-frère et son épouse partent du fait que cette prophétesse-là leur révèle ces choses-là, comme quoi elle est dans la sorcellerie. La femme dit sentir que son mari la croit. Seulement, d'un autre côté, elle est embarrassée au milieu de toutes ces accusations. Elle ne se sent plus à l'aise. Elle a dit à son mari qu'elle voudrait partir, prendre une maison en location ailleurs. Le mari dit non, j'ai construit, tu vas rester dans cette maison. Seulement, elle n'est pas en sécurité avec le beau-frère et son épouse et les enfants qui ne se parlent pas dans la même concession. Et aujourd'hui, la procédure qui devait mener à l'état civil est en train d'être freinée. Elle se demande, est-ce qu'au final, la belle famille n'a pas eu raison de la décision d'officialiser leur relation? Elle est embarrassée, elle ne sait pas quoi faire. Alors, on va dire fondamentalement qu'ici, c'est une prophétesse qui, à travers, bien sûr, ce qu'elle a évoqué, ce qu'elle a apporté, comme information, on considère la femme de la maison comme étant une femme, voilà, entre guillemets, et qui serait de mauvaise nature. Et à côté, il y a un processus de mariage qui était déjà enclenché. Oui. Et ça traîne aujourd'hui. Du coup, on a l'impression que c'est la dame, réellement, qui... C'est un peu compliqué quand même. Mais on va dire, le rôle de ces pasteurs dans nos familles, c'est important. Devrait-on toujours croire en ce que les pasteurs amènent dans nos familles? Et ils sont très nombreux à nous regarder ce matin, ces pasteurs. Elles sont très nombreuses à nous regarder, ces femmes qui écument les églises aujourd'hui. Oui, les églises del quartier, un peu partout au Cameroun. Le prêtre ou le pasteur a-t-il toujours raison? Je veux dire, entre guillemets, l'homme de Dieu vous dit toujours la vérité. Sur quelle base pouvez-vous croire aux allégations venant de ces derniers? Et quel rôle il joue, Donna Biscamgan? On a des familles qui sont divisées aujourd'hui. C'est le cas de cette dame qui ne sait plus justement à quel sens se vouer. Le sentiment, c'est qu'elle est accusée après le passage d'une prophétesse dans sa famille qui la considère la taxe de sorcière. Elle ne sait à quel sens se vouer, cher monsieur. Qui a ramené le pasteur dans la famille? Le beau-frère qui est le chef de famille et qui vit dans la dépendance appartenant à son frère, à la famille de son frère. Donc un peu comme si vous êtes marié à une femme, votre petit frère, votre grand frère, chef de famille vient vivre chez vous et choisit de ramener une prophétesse qui viendra justement voir l'essentiel dans votre maison. Hein. Voilà. Le mari manque d'autorité. Le mari manque d'autorité. Je comprends très bien que dans le cadre de la solidarité africaine, il a voulu, peut-être parce que le petit frère ne s'en sort pas beaucoup, construire une dépendance à côté pour y héberger son petit frère. Mais il reste qu'il reste le chef de famille. Permettez que je parle ainsi. Il reste le patron de la famille et on ne ramène pas des choses au sein d'une concession dont on n'a pas la propriété sans le consentement de celui qui est censé être le chef là. Sur ce plan-là, effectivement, il est défaillant parce que je ne suis pas sûr qu'il était d'accord pour que la prophétesse arrive là. Il a été d'accord. Hein. Lui était d'accord. Il a été d'accord. Qu'il vienne, que la prophétesse vienne. Alors, j'ai pas le sentiment que les prophètes ont pouvoir de détecter la sorcellerie. Les sorciers, il y en a dans nos villages, dans nos contrées, et c'est souvent les prêtres africains qu'on les appelle. Les sorciers? Oui, les sorciers, hein? Il n'y a pas seulement les sorciers au village. Hein.
Oui, pas seulement, ville, hein, pas seulement, oui, non, pas seulement au village, notamment au village. Je parle parce que j'ai... Parce que vous allez faire peur à ceux qui veulent aller au prendre la route village. du chemin du village. Non, pas seulement au Et village. puis on vous dit, ben non, on ne va pas là-bas parce qu'il y a des sorciers. Non, il y a des sorciers partout. Il y a des Poursuivez, sorciers cher partout, monsieur. oui. Ouais. Donc, sur ce plan, effectivement, il y a un manque d'autorité. Et voici un Ensuite- sorcier sur le plateau, hein. Lui, c'est Tout à fait. Nous avons même une association. Ah oui, je crois qu'il y a les sorciers, les bons sorciers. Ouais, c'est un bon sorcier. Il y a une association des sorciers du Cameroun. Voilà. Il y a l'association des Conduite sorciers. par Bingono Bingono. Ouais, Très tout bien. à fait. Donc, les prophètes, je ne suis pas sûr qu'ils ont le pouvoir de détecter les sorciers. Vraiment, même les sorciers négatifs, je ne suis pas sûr. Moi, j'ai le sentiment que c'est cette sorte de marchands de la foi qui sont de plus en plus nombreux dans nos grandes métropoles, qui investissent cette famille et qui tentent d'extorquer un peu d'argent et qui parlent de sorcellerie. Non. En plus, est-ce que l'homme, lui, il a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche dans sa relation avec sa prétendante, sa future épouse? Il faut que lui-même il puisse se prononcer, il faut qu'il puisse se prononcer de façon claire, qu'il donne son sentiment, parce que si les gens se fondent sur des imaginations, sur des hallucinations, des choses qui n'ont pas d'impact sur le réel, à un moment donné c'est difficile. Parce que nous on a les expériences des personnes qui disent vraiment, vous deux vous n'êtes pas fait pour être ensemble, pour telle ou telle raison. Le but, c'est souvent de vous faire paniquer et de dépenser, de donner de l'argent. Ouais. Dans un certain nombre de cas, il y a des expériences autour de moi où on a dit à deux prétendants que vraiment votre relation est impossible parce que ton père avait enterré ton nombril au village, c'est compliqué, c'est pas possible. Il faut qu'on prie sur vous, il faut rejoindre l'église X parce qu'il n'y a rien contre les églises, même si on voit très bien qu'il y a beaucoup de business autour du nom de Jésus. Donc, tout cela, effectivement, questionne sur la fiabilité de cette révélation. Absolument. De cette révélation. Et l'homme doit pouvoir avoir de l'autorité dans cette famille et se prononcer clairement sur son sentiment. Parce que c'est d'abord une question d'ordre personnel. Comment est-ce que cet homme sent la femme? Est-ce qu'il a des suspicions? Est-ce qu'il a des appréhensions par rapport à cette relation? Si ce n'est pas le cas, moi je pense qu'il peut se lancer. Voilà. On espère bien sûr qu'il y a des femmes ce matin qui nous regardent certainement, madame. Avez-vous au moins été confronté une fois à une situation pareille? Que vous a dit votre pasteur concernant votre mari? Ou encore, monsieur, que vous a dit votre pasteur ou votre homme de Dieu concernant bien sûr votre femme? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Et qu'est-ce que ça vous rapporte en réalité? On peut être d'accord quand même, Isabelle Caruso, qu'il y a des femmes qui ont ce qu'on appelle le mauvais ventre. Hein? Comme on nous dit tout le temps sur ce plateau. Hein? Des femmes qui ont le hivou dans le ventre. Hein? Merci, je reprends votre expression. Mais il y a aussi que des hommes de Dieu en réalité s'en servent pour disloquer des familles qui ont été unies pendant 20, 30, 40 ans aujourd'hui. Fondamentalement, sur quoi peuvent reposer les fiabilités en matière d'information relevant du spirituel? Comment les familles, à votre avis, c'est vrai que ce qu'est spirituel est forcément difficile à palper, comment est-ce qu'on peut toujours faire confiance à ces derniers? Il ne faut pas faire confiance, simplement. Pourquoi? Il faut faire confiance? Oui, il ne faut pas faire confiance. Pourquoi ceux qui sont arrivés disent que la dame en question a un mauvais ventre, c'est une sorcière? Ces derniers le disent sur quelle base? Ok, ils sont allés dans la maison du beau-frère. Pourquoi là-bas on n'a pas tenu le même discours? Pourquoi on arrive chez cette dame et on dit vraiment elle n'est pas bonne, il faut la répudier, elle n'a pas un bon ventre, elle est ci, elle est ça. Et moi je crois que c'est des choses qui ne tournent pas rond. Je suis d'accord avec Donald Brice lorsqu'il dit que ce monsieur manque d'autorité, parce qu'en réalité c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes un homme, vous avez construit votre maison à vous. La maison que vous bâtissez, c'est pour l'équilibre de votre foyer, c'est pour une certaine paisibilité. Sinon, chacun prendrait sur lui de construire sur le terrain familial. Le frère est ici, la sœur est ici, le cousin est là-bas et tout. Si à un moment donné, parfois, on laisse les parcelles de terre que la maison familiale pour aller même peut-être en location, c'est parce qu'on a besoin de tranquillité. C'est hyper, mais alors hyper important. Cet homme ne devrait pas permettre à son petit frère de venir vivre dans sa concession avec sa femme et ses enfants. C'est-à-dire que
deux ménages dans une même cour, c'est compliqué, surtout lorsqu'on a des enfants issus d'une même famille. On est dans une solidarité très africaine aussi. Hein, on est dans une solidarité, mais il y a d'autres façons de marquer sa solidarité qui sont extrêmement importantes. Parce qu'ici, soit le frère... Des familles sources de division aujourd'hui. Soit le frère ne sera plus en harmonie avec son frère, l'homme ne sera plus en harmonie avec son frère, soit c'est son mariage qui volera en éclats. Ouais. Voilà, des deux choses l'une. Automatiquement, si on continue dans la même lancée. Solidarité, on est tous d'accord qu'il faut aider le frère, la soeur, quoi que ce soit, mais on peut aider autrement, on peut aider à distance, on peut aider le frère en lui disant, ok d'accord, trouve un appartement, je vais payer 6 mois et après tu continueras toi à payer. On peut aider le frère en lui disant, écoute, voici 500 000, voici 2 millions, prends ça pour fonds de commerce, tu te lances dans une activité. Mais quand on prend le frère ainsi que sa femme, vous dire, ok d'accord, venez vivre chez moi, ça pose un problème. Encore que la dame dit, son mari n'est pas tout le temps là, il est tout le temps parti. Ça veut dire que le frère et la femme auront tendance à piétiner cette dernière. Encore qu'aujourd'hui, elle peut savoir que les deux ne se parlent même pas, ne s'adressent plus la parole. Moi, personnellement, je ne peux pas vivre dans un tel environnement. Je ne peux pas vivre dans un environnement où j'ouvre le portail, je ne salue personne. Tu sais bien que c'est ton beau-frère, c'est ta coépouse qui est à côté, mais vous ne vous saluez pas. Et vous avez des enfants. Vous savez que ça peut créer comme dommage. C'est-à-dire qu'à la fin, on va commencer à enregistrer des morts bizarres, des morts inexplicables. L'enfant a mangé X et après le matin, il ne s'est plus réveillé, il est décédé. Est-ce que c'est ma coépouse qui l'a tué? Est-ce que c'est mon beau-frère? Est-ce que c'est parce qu'on a dit que je suis sorcière? Est-ce que c'est la maison aussi qui est envoûtée ou quoi que ce soit? Est-ce que Isabelle peut vous relancer? Est-ce que ça ne rejoint pas la thèse selon laquelle très souvent la femme doit être validée par la famille? Parce qu'il y a des familles où on vous dit, avant que ta femme ne rentre chez toi, les gendarmes qui sont les membres de ta famille doivent se rassurer de la qualité de la femme que tu ramènes à la maison, premièrement. Est-ce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'en matière d'unanimité, il n'en existe vraiment pas dans ce monde, est-ce que ça ne pose pas le problème justement de la place qu'occupe le gendarme, qui est la famille, avant que la femme intègre la famille, d'un point de vue? Et maintenant, le cœur peut flasher, l'homme aime sa femme, il l'épouse, ils font 3 enfants, enfin, ils font 3 enfants, mais à ce stade-là, qu'est-ce qu'on fait des enfants? Donc, deux questions. Hein. Vous pensez réellement que la femme alors est sorcière? Non, je dis, sur la question de la validation de la famille, est-ce qu'au départ, les familles devraient dire aux hommes, ramenez-nous d'abord votre femme ici pour que nous puissions valider de quel type de femme vous allez justement avec les cheminées? Automatiquement, voilà. Quand vous avez une femme, vous la présentez à votre famille. Absolument. Automatiquement. Et quand vous commencez à faire le tour des concessions pour dire, Michel, écoute, te présente ma femme, telle écoute, voilà. Là, chacun a le temps d'apprécier. C'est là où le processus du mariage est enclenché. C'est-à-dire que c'est un processus, c'est pas le jour de la mairie que ta famille découvre qui est ta femme. Ils ont le temps de la connaître bien avant. Ils ont le temps de l'apprécier. Ils ont le temps de pouvoir poser un commentaire. Ils ont le temps de donner un avis parce qu'en réalité, la conclusion vous revient à vous qui allez épouser cette dame parce que c'est vous qui allez être dans ce foyer, pas votre famille. Ça veut dire que leur point de vue compte, mais la conclusion vous revient à vous. Donc, si la dame a été dotée, le vin a été bu, la cola consommée, ça veut donc dire que la famille a validé la femme. Ils ont eu 3 enfants. Moi, je crois que c'est le monsieur qui est à l'origine des problèmes qui arrivent dans sa concession aujourd'hui. À partir du moment où il a ouvert la porte à son petit frère et sa femme et dire « Venez vivre chez moi », je crois que c'est là où vraiment, bonjour, la catastrophe. Donc maintenant, il y a 2 options. Soit c'est la dame et ses enfants qui libèrent le plancher, soit c'est le frère et sa femme qui quittent les lieux. Ben, comme c'est la maison de son mari, ça veut donc dire que ceux qui doivent partir, c'est le frère et la femme. Voilà. Je voudrais, avant que Mauro Benga ne donne son point de vue sur la question, revenir d'abord à vous, Géraldine Mafo. Il y a ici une question éminemment importante. Protéger la femme dans le foyer. Parce que là écoutez l'histoire, le sentiment se dégage, c'est que la femme n'est pas suffisamment protégée. Ou les femmes ne sont pas suffisamment protégées au sein des familles. Vous intégrez une famille et la famille de l'homme, justement, devient votre bourreau. Carrément. On trouve toutes les techniques nécessaires pour vous écarter de la famille. Comment protéger la femme dans une famille? Comment se protéger soi-même en tant que femme face à sa belle famille?
Lorsque vous parlez de protéger la femme, on a le sentiment que quand on va en mariage, on va en guerre. Et ça donne une mauvaise consonance à cette relation. Pour ce type d'histoire, en fait. Oui, ça donne une mauvaise consonance à une relation qui est pourtant censée conduire à l'élargissement de la famille, à l'épanouissement des personnes qui constituent cette famille. Le mariage, on ne va pas en guerre quand on va en mariage. On ne prend pas une femme qu'on va utiliser contre des gens. Lorsqu'on consent à prendre une fille dans une famille, on se marie parce qu'on a le souci d'étendre cette famille. On se marie parce qu'on veut apporter sa part à la construction d'une grande famille en prenant femme. Donc, déjà, dire qu'on la protège, c'est vrai qu'aujourd'hui, les relations humaines se dégradant, on a de plus en plus le sentiment que ce soit l'homme, lorsqu'il se marie, brandit sa femme comme une sorte de trophée pour narguer les gens. Et du coup, ça oppose cette femme à la famille, parce qu'il y a aussi ça. Il y a des hommes qui, même vous-même, la femme, vous n'êtes même pas au courant qu'on vous a utilisé comme pour narguer les gens et vous ne comprenez pas souvent pourquoi la famille ne vous reçoit pas bien. C'est aussi parfois ce qu'il faut savoir, savoir comment votre homme vous place en face de sa famille. Et vous présente aussi. Et vous présente. Et d'ailleurs, il faut faire très attention. C'est pour ça que la femme est appelée à être très sage. Votre homme peut avoir commis une bêtise avant même de vous présenter aux gens, mais c'est parfois votre attitude, votre comportement qui va faire que les gens vous acceptent par vous-même ou ne partent pas sur la base d'un mauvais commentaire ou d'un mauvais acte qu'aurait posé votre fiancé même. Donc la femme est appelée à être sage dès les premiers jours où elle sent qu'elle va entrer dans une famille. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que oui, la foi et tout ça, c'est bien, mais il faut savoir que même le Christ avait prévu, Dieu, au travers de ses écrits, avait prévu que des gens viendraient parler à son nom alors qu'il n'en est rien. Si vous lisez Matthieu 24, qu'on parte du verset 1 au verset 5 à 24, vous allez lire que beaucoup viendront en mon nom, ils prophétiseront en mon nom, mais je ne les ai jamais envoyés. Et ils séduiront beaucoup. C'est-à-dire que même quand on est dans un élan de christianisme très engagé, il faut savoir qu'il y a de la fausse prophétie, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont là pour manipuler et séduire les gens dans leur intérêt. Ça, il faut d'abord savoir. Et quand la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance, c'est tellement vrai aujourd'hui. Parce que même quand on est un chrétien, qu'on a rejeté autre chose, quand on est un chrétien, il faut même encore comprendre ce dans quoi on se retrouve. Quand on regarde le processus de l'avènement du Christ, une vierge qui tombe enceinte sans avoir eu de relation, il a fallu qu'elle soit d'abord informée par un ange. Parce que sinon, si vous restez et que votre ventre gonfle, vous allez dire que c'est la sorcellerie. Ensuite, comme elle est fiancée à quelqu'un, il a fallu que l'ange aille prévenir cette personne que tu vas bientôt voir ta femme là enceinte. Il y a un processus. Je veux dire que... Bon, vous écoute religieusement. Non, il écoute, mais il sait que c'est le processus qui s'est passé. Il ne vous lâchera pas, n'est-ce non, pas? laissons ce qu'on a derrière et prenons les faits. Que ce soit une mascarade, que ce soit n'importe quoi. Moi, je dis même quand on lit la Bible comme un livre d'histoire, il y a tellement de logique dedans que c'est impressionnant. Donc, je dis, il y a un processus. L'ange vient dire à la femme, ton ventre là, il y a un enfant qui va venir de là, malgré que tu ne connaisses pas d'homme. Ensuite, va dire au fiancé, tu verras ta fiancée enceinte, mais ne tremble pas parce que... Ça veut dire que même dans le plan divin, on ne fait pas les choses n'importe comment. Vous avez une prophétesse qui entre chez vous, sous prétexte qu'on veut bénir, et commence à parler n'importe comment. Et vous prenez ça pour argent comptant. Et vous pensez que c'est parce qu'elle a parlé que c'est ça, c'est de la naïveté spirituelle. Et c'est dans cette naïveté spirituelle que les bonbons pasteurs, les vendeurs d'illusions piègent tellement de gens là dehors. Et je dis que le mari de cette femme est un homme faible. Je vais rejoindre les autres qui partagent ce point de vue. Comment vous faites même déjà? Vous n'êtes pas là, mais vous prenez un couple, vous mettez à côté. Voilà. De votre femme. C'est déjà un premier problème. Et maintenant, la procédure qui traîne, vous donnez l'impression à votre femme que vous n'avez pas cru, mais vous ne faites non plus rien pour démontrer aux autres que ce qu'on dit là ne vous touche pas. Vous ne l'épousez pas. C'est quoi ça? Je voudrais peut-être ici, ce matin, convoquer cet esprit très africain, ou du moins le regard des Africains et des Pan-Africains, ce que vous êtes, des Kémites également que vous êtes, pour qu'on puisse mieux intégrer ce qui se passe. Les églises d'un côté, les familles de l'autre côté, l'acceptation par ailleurs, mais surtout l'épanouissement recherché. Pour l'histoire de ce matin, quelle solution vous préconisez, Patrick H? D'abord, pour aller dans la Bible de ma fille. Vous avez bien peur, que vous n'y entrez Paul, pas. Non, il faut y entrer. Paul dit quelque part aux Romains, méfiez-vous des attelages disparates. Moi aussi, je l'ai lu de la première à la dernière page. Non, ici, le petit frère est dans la même
congrégation religieuse que cette prêtresse ou prophétesse, comme on l'a dit, sont dans la même. Et il n'a pas réussi à convaincre son frère aîné qui est chef de famille, à y adhérer. Et il trouve donc des subterfuges pour briser cela. Et il pense que c'est la femme de son frère qui l'en empêche. Il faut donc trouver quelque chose. Mais un aîné, il est au Mali. On travaille d'ailleurs pour la renaissance de l'Africain. Il s'appelle Korejo Missa Doumbia. Il m'a dit dernièrement, Bombok, je suis ton aîné, on est initié, mais retiens cette chose. Les religions sont au mieux l'expression culturelle d'une paresse intellectuelle et au pire un handicap intellectuel. Je reprends. Les religions sont au mieux l'expression culturelle d'une paresse intellectuelle et au pire un handicap mental. Ouais. Donc c'est ça la religion. Et Alioune Diop, qui a créé Présence africaine, nous disait encore, il est ici, l'Europe continuera à mal poser les problèmes tant que l'Asie et l'Afrique tairont leur expérience, leurs besoins et ignoreront les vertus salvatrices. C'est ça que c'est. En fait, il y a les filles, comme vous avez dit, M. Ngachou Numba, qui ont le vous. Le vous, ce n'est pas seulement négatif. Ce n'est pas seulement négatif. Nous avons des filles. Vous voulez dire, celles qui sont dans la négative, nous avons sortir, revenir à la positivité. Non, voilà ce qui. Et la bonne pratique de leur et vous, c'est ça? Je vous dis ce qui se serait passé parce qu'elles ne savent même pas. Oui. Nous avons certains de nos filles, nous disons, maman, tu n'iras pas en mariage, c'est toi qui vas porter la famille. Un peu à ce moment-là, on peut les appeler mafo. Et les mafos, on leur dit, vous n'irez pas en mariage. Et les gens avec qui vous allez faire des enfants ne viendront jamais les reconnaître. C'est les enfants de la sécurité. Il n'y a pas de lien avec vous. Mais il y a les autres. Il y a les autres filles qui ne sont pas mafos, qui ont justement un degré de spiritualité très élevé, parce qu'il faut faire la différence entre la religiosité et la spiritualité. La spiritualité africaine, là-bas, c'est les religions. Il n'y a pas de spiritualité dedans. La spiritualité, c'est l'éveil de l'âme de Dieu qui sommeille en nous. Cet éveil donc passe par ces filles qu'on dit, maman, toi tu iras en mariage, mais tu dis aux garçons, ne prenez jamais une décision dans ma famille si vous n'avez pas consulté votre soeur. Écoutez toujours votre soeur. Et on dira à la famille qui viendra prendre la fille, tu as pris, on l'a bénie, elle viendra, mais s'il vous plaît, il faudra toujours lui donner l'opportunité de venir parce que. Bon, là, c'est le point de vue africain. Je suis sûr que cette fille est dans cette contenance. C'est-à-dire, c'est des filles, en fait, qu'on ne blâme pas. Si elle se fâche contre son mari, il dégringole. Il dégringole. Et, justement, il porte la famille. Si vous êtes en paix, en harmonie, la famille monte, progresse. Et les religieux ne connaissent pas cela. Un enfant, une fille peut naître avec 4 yeux. Elle ne se rend pas compte. Elle n'est pas, parce qu'on a toujours l'impression que le vous, on est allé prendre les vampires. Non. Chacun, qu'est-ce qui fait de cette fille un individu? C'est justement l'âme de Dieu qui sommeille en lui. Mais comme on ne parvient pas à convaincre son mari d'adhérer à ces églises-là, parce que justement, il a une femme qui est forte spirituellement et qui porte Marie, le mari peut aller. Si le gars disait par exemple que ton cas n'est pas là, tata il est souvent frivole, mais elle n'est pas frivole. C'est ça. Donc on a vu un frère aîné qui maintient l'équilibre familial, bien que son frère soit dans des églises de réveil, lui il n'y est pas, ainsi de suite. Et c'est ça donc, c'est ce que je vous dis souvent, que c'est seul l'Africain qui a la capacité absolue de maintenir les équilibres. Voilà. Il sait que mon frère là peut-être travaille pas, mais il peut être là avec sa femme, ainsi de suite. Mais le gars, on lui apprend dans ces religions là-bas, comme tu n'es pas derrière Jésus, là il est perdu, donc il faut briser le truc. Donc, mais comme les autres, mon fils, prend de l'autorité, dis à ton frère que lui, qu'il aille au paradis, donc tu l'enlèves là.
tu enlèves de la concession, oui, qu'il aille au paradis ou qu'il reste à l'église. Ils ont d'ailleurs les presbytères là-bas, il y a des trucs qui vont revenir. J'espère que le message qui est sur le monde est prends l'autorité de ta famille, tu es le chef de famille. Le message, bien sûr, est passé en même temps, mais on veut avoir vos points de vue. Vraiment. Écrivez-nous et dites-nous qu'est-ce qu'on peut pour cet homme, qu'est-ce qu'on peut pour cette femme, qu'est-ce qu'on peut surtout faire au beau-frère qui est à la maison, et quel message on peut renvoyer à ceux qu'on appelle, entre guillemets, des hommes de Dieu. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur la généralisation de la consommation de la drogue en milieu jeune au Cameroun. La consommation de la drogue ne cesse de grimper chez les jeunes dans notre pays. En 2019, le ministère de la Santé publique révélait déjà que plus de 12 000 jeunes de la tranche de 13 à 15 ans avouaient avoir pris au moins une fois du cannabis. D'après ce même rapport, les établissements scolaires affichent un taux de prévalence plus fort. En 2015, une étude publiée par le Comité national de lutte contre la drogue donnait des statistiques plus édifiantes. Dans 15 établissements scolaires enquêtés, 4 jeunes sur 10 reconnaissaient avoir pris la drogue avant l'âge de 15 ans. Sur 1587 élèves interrogés, la moyenne d'âge des apprenants ayant déjà consommé un stupéfiant se situe entre 11 et 13 ans. En tête des stupéfiants les plus sollicités, le cannabis, la cocaïne, le tramol, l'amphétamine, la cocaïne et l'héroïne. Dans l'échantillon des jeunes enquêtés, 44% sont polyconsommateurs, c'est-à-dire prennent plusieurs drogues à la fois. La consommation de la drogue a des conséquences qui ne sont plus à rappeler sur ses adeptes. C'est ainsi que 85% de jeunes prenant une forme de drogue ont avoué avoir des envies de tuer quelqu'un. 65% de jeunes disent avoir des intentions de suicide. La consommation de la drogue chez les jeunes a des causes diverses. Le défaut de scolarité. Les jeunes n'étant pas à l'école sont généralement exposés à la prise des drogues. Le chômage et la pauvreté. Les catégories sociales sans une activité économique qui leur permet de satisfaire leurs besoins courants s'adonnent à la prise des drogues. Ils y trouvent un refuge pour diluer la dépression et autres formes de stress au quotidien. Il y a la crise de l'affection. Dans certaines familles, les enfants vivant des frustrations dues à un traitement parental hostile peuvent être poussés à prendre des stupéfiants. Ils y trouvent un moyen de surmonter leur rejet et les conséquences psychologiques de leur brimade. Mais la généralisation de la consommation des drogues chez les jeunes interpelle la société tout entière. Cette société est désagrégée en manque de solutions aux difficultés sociales et économiques de l'heure. D'abord, au niveau des familles, il ne faut pas être un savant pour relever que de nombreux parents ont perdu l'autorité sur leur progéniture, lorsque même ne sont pas des anti-modèles pour les jeunes. Pour ces jeunes dont ils sont censés être des miroirs par excellence. Mais la responsabilité du politique n'est pas une dimension de seconde zone dans l'analyse de ce phénomène. Ceux qui créent les établissements scolaires ou font créer ces établissements au milieu des bars, lieu par excellence de la débauche, sont des catalyseurs de la consommation de la drogue chez les élèves. Ces millions de jeunes, formés ou non, qui n'ont pas d'emploi et qui montent et descendent en longueur de journée sans aucune activité connue, sont des victimes de la malgouvernance et de la corruption qui privent l'État d'opportunités et de ressources pouvant aider à financer le secteur privé, créateur de richesses et d'emplois. Mais plus globalement, c'est la politique générale de la nation qui présente à la face du monde ces dérives, des orientations et des options qui sacralisent les intérêts de quelques-uns au détriment du bien-être de l'ensemble de la population, sinon de la plupart.
La plupart des citoyens, justement, qui sont constitués des jeunes, catégorie majoritaire au Cameroun, à plus de 75%. Si les consommateurs de stupéfiants sont appelés à voir leur espérance de vie se réduire telle une peau de chagrin, comment ne pas conclure avec l'artiste que ce pays tue les jeunes? À demain. À demain, Donald Brice. Et d'ailleurs, merci pour ces images qui nous rappellent tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Ils sont très nombreux, ces jeunes, qui sont investis dans la consommation des stupéfiants, des drogues nouvelles aussi, puisqu'on parle de drogues nouvelles. On espère qu'ils nous regardent aussi ce matin, ces jeunes qui sont investis dans la consommation de ces drogues-là. Et même des Camerounais et des Africains qui nous regardent, et des familles qui connaissent au moins, au sein de la famille, un des membres très investis dans la consommation des drogues. Qu'elles soient anciennes ou nouvelles, qu'elles soient sous plusieurs formes, de toutes les façons, on le sait aujourd'hui, le mal est bien profond. Isabelle Carrozopet, Donald Brice a commencé justement sur les raisons qui partent en même temps de l'autorité parentale, des orientations, de l'éducation, de l'environnement aujourd'hui, mais surtout, plus tard, des conséquences que nous connaissons en passant par le fait que l'État semble lui aussi être dépassé par cette situation. Commentaire. Le commentaire que je fais, je m'adresse d'abord aux parents, parce que je crois que si l'État se sent aujourd'hui assez débordé, même si ça ne devrait pas être le cas, c'est parce qu'à la base, à la maison, dans la cellule familiale, d'aucuns ont abandonné, ont démissionné de leur responsabilité. Combien de parents encore aujourd'hui prennent sur eux de fouiller le cartable de leurs enfants? Combien de parents aujourd'hui peuvent citer le nom de 5 camarades ou alors 5 amis de leurs enfants? Combien de parents aujourd'hui vont dans la chambre de leurs enfants pour regarder ce qui est collé au mur, pour regarder ce que j'espère que la maman vous regarde ce matin l'enfant et qu'elle vous lit écoute comme vraiment, article. C'est très important. Moi, j'avais des parents qui se réveillaient à 2h, 3h du matin et arrivent inopinément dans votre chambre. C'est important de le faire. C'est important de se frotter à l'enfant. C'est important vraiment de débarquer comme ça, de guetter, de voir ce qu'il est en train de faire, d'écouter le type de discours qu'il peut entretenir, de savoir. Parce que quand vous voyez les personnes que votre enfant a comme amis, vous pouvez tout de suite savoir ce qu'il peut faire. Ce sont des choses catholiques ou pas. Mais quand vous avez des parents qui ne peuvent même pas citer le nom de 2 amis de leurs enfants, ben vous vous attendez à quoi? Ben je ne sais pas, hein, je ne connais pas le nom de tes amis là, ces camarades là-bas. C'est impossible, ça ne se fait pas. Vous, parents, vous devez savoir. En classe, il est assis, son banc, c'est le premier banc, c'est le deuxième banc, c'est le 5e banc. C'est important de le savoir. Mon fils est assis au dernier banc à l'école. Pourquoi il est assis au dernier banc? Il est assis au dernier banc avec qui? Il est assis au dernier banc avec un redoublant, avec quelqu'un qui était dans tel lycée, tel autre lycée, tout. Ce sont des informations importantes. C'est pour ça que quand la rentrée scolaire arrive, mesdames, oui, je m'adresse aux femmes parce que c'est leur rôle en premier. Vous devez aller dans l'établissement scolaire de vos enfants, c'est important. Vous ne savez pas qui est l'enseignant principal ou alors titulaire de votre enfant. Et après, vous vous plaignez des résultats. Et quand on vous dit, on a vu votre enfant dans un stade en train de fumer X ou Y, vous tombez des nues. Non, c'est pas mon enfant, il est impossible de pouvoir poignarder X ou Y. Parce qu'à la maison, l'enfant vous présente le visage que vous voulez qu'il vous présente. Et le fait exclusivement lorsqu'il est avec vous. Mais une fois qu'il change, ou alors une fois qu'il sait que vous n'êtes pas là, allez savoir. Lorsqu'on laisse un enfant regarder la télé, c'est-à-dire que les parents vont dormir et disent bonne nuit à l'enfant qui est assis au salon à 1h, à 2h, à 3h. Moi, je veux bien savoir quel est le type de programme que l'enfant regarde à 3h du matin. Même si on est en période de vacances, c'est interdit. Parce que l'enfant, en réalité, a ses heures de sommeil qu'il devrait respecter. Et tard dans la nuit, il n'est pas censé être devant la télé. Conséquence, on se retrouve à être très proche de la drogue. Parce que ce n'est pas l'enfant qui se lève un matin et commence à côtoyer ces personnes. C'est le camarade qui arrive et lui dit, pardon, tu ne connais pas ci, tu ne connais pas ça, qui lui présente ça. À force de le voir fumer, lui aussi a tendance à dire, donne-moi un peu, j'essaye. Ou on commence à l'insulter, à l'intriguer. Tu es trop mou, tu es trop léger, tu es très faible. Hein, si tu étais comme nous, c'est que tu te retrouves en train de lancer comme la jeune fille. Quand les autres camarades viennent dire que mon gars a fait ci, j'ai passé le week-end chez mon gars, j'étais avec mon gars hier. À un moment donné, vous avez l'impression que si vous n'avez pas de gars, vous aussi, ou de petits amis, ben vous serez comme exclu de la société, vous serez en marche. Par conséquent, vous vous lancez aussi. Il faut sauver nos enfants. Il faut sauver bien sûr nos Camerounais. Il faut sauver ceux qui sont investis dans la consommation de la drogue aujourd'hui. Et d'ailleurs,
selon une statistique menée, une étude menée justement en 2021, on parle quand même des jeunes qui sont impliqués là-dedans au Cameroun, à pratiquement 60% de jeunes aujourd'hui qui ont entre 20 et 25 ans. Le mal n'est pas loin de nous, Bonbon Bengan. On a 30 ans et plus quand même. Le petit frère et une petite sœur vont où finalement avec les drogues? Demandez aux politiques. Parce que le chiffre quand même qui est évoqué et la tranche d'âge pose un problème fondamental. Quel héritage pour les générations à venir? Mauvais héritage justement, mais demandez aux politiques. Ce pays, je vous ai rappelé, si je ne cesserai jamais de le dire, l'Afrique noire francophone avait constaté ce fait avec la Société africaine de culture qui était née en France en 1957. Ils ont organisé un colloque à Yaoundé du 6 au 11 avril 1987, la famille en Afrique noire. Un certain nombre de recommandations avaient été prises, notamment les programmes télé. C'est le jour là où l'expression la parenté responsable a été, j'allais dire, évoquée et donner un contenu. Il était question de regarder les programmes radio et télé, de s'associer que les États d'Afrique noire francophone intègrent leur culture, bon, comme vous voulez, leur tradition, parce que les gens oublient que quand on parle, on dit que je vais à l'église, c'est une tradition. La tradition, qu'on intègre nos traditions, nos coutumes dans le déploiement de nos sociétés. C'est-à-dire qu'on les apprenne. Par exemple, je vous prends le cas parce qu'on parlait de violence. Nous, en Afrique, on avait des compétitions de lutte traditionnelle. Parce que quand vous avez des enfants, vous leur donnez à manger. Et il y en a un qui prend la viande, il cogne les autres. Quand on commence à l'observer. Quand le papa lui dit, non, c'est quoi comme ça, tu dois, on l'oriente donc dans des compétitions de lutte traditionnelle. Ça veut dire que là, il va défendre la concession et défendre le village pour défendre le pays, la communauté. Parce qu'on avait des royaumes. Il doit donc appeler. Et cet apprentissage-là, on l'avait associé à la pratique des arts martiaux. Alors, or, malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans le Vouri. Alors, vous voyez un stade quelque part. À la réalité, le gouvernement semble être dépassé par le fait. Parce que même si on essaie de voir... Parce que le gouvernement copie mal la France. D'abord, la France même a des problèmes avec ce que Nicolas Sarkozy a appelé la balle à racaille. Il y a des organismes qui travaillent, il y a des il organismes n'y en a pas, ils ne travaillent pas. Aujourd'hui au Cameroun, en vue de réduire quand même le taux de personnes investies dans la consommation de la drogue. Non, ils sont dans le sous-système des Nations Unies qui donne quelques bribes d'argent et tout. Il vous dit, l'ONU a dit que l'ONU, ça on ne sortira pas de l'auberge avec ça. Il faudrait que les États deviennent souverains, c'est-à-dire que prennent dans leurs us et coutumes. Why nation fall? La faillite des nations. Et justement, les nations s'effondrent parce qu'elles ne puisent pas dans les ressorts culturels de leur environnement. Sinon, la violence, c'est pas vous qui vendez le tramol, un certain nombre de choses. Ce qu'on appelle le banga, c'est aujourd'hui que le banga existe. Et alors, les parents avaient, comme disait Isabelle Carole, un regard, les enfants. Moi, j'avais les parents, on a eu des enfants qui ne sont pas allés à l'école. Mais qui regardent ton cahier, c'est que tu n'as pas écrit aujourd'hui. Il dit que tu n'as pas écrit. C'est vrai. Mais or, il n'a pas été à l'école, il ne sait même pas lire la date. Voilà. Justement, comment il faisait? Justement, cette expérience-là, on l'a coûté parce que nous disons que nous sommes évolués. Moi, je vous dis que vous êtes instruits, mais vous n'êtes pas éduqués. Si on était resté dans l'éducation, j'ai dit seulement les luttes traditionnelles. Regardez les enfants, ils ne pratiquent pas le sport. D'abord, les 16 établissements scolaires, la loi qui réglemente l'éducation nationale au Cameroun recommande que pour construire un établissement scolaire, il faut mettre au sein de l'établissement les structures
qui valorise les activités post- et périscolaires. Très bien. Bon, Mais bon, les enfants traînent dans la rue pour chercher un endroit où ils vont faire le sport et tout. Y compris dans le public. Voilà. Hein. Bien sûr. Ils accrochent sur les poteaux électriques, les panneaux de basket et tout ça. Et les mairies voient et rien et tout. Vous voyez? Or, cette vie n'existe plus. alors, ça veut dire Ouais, fondamentalement, avant de prendre la pause, que l'État a laissé faire. On a au moins... L'État a fait faillite D'accord. sur ce plan-là. Les parents aussi on a ont- le Mais ministère des justement- Affaires sociales qui ne parle presque jamais, parce qu'il faut, reconnaissons-le, on n'a aucun bilan du ministère des Affaires sociales sur les cas de consommation de la drogue de façon trimestrielle au Cameroun aujourd'hui. On ne peut pas avoir une lisibilité sur les activités de ce ministère, notamment sur la question de la drogue. On n'a pas de rapport, que ce soit mensuel ou trimestriel ou semestriel, voire annuel, La sur la pratique consommation de la du drogue. sport, la pratique du et là- sport élimine considérablement les violences. C'est ce que les gens peuvent faire. On va en parler. Inscrivez vos enfants On va en parler, dans bien sûr. les clubs de lutte, de judo, de On va- tic. Vous allez voir que la violence va baisser. On va en parler. Je vois justement faire le lien avec les poignards qui circulent aujourd'hui. On va en parler. Mais surtout, on va s'interroger sur le rôle justement de l'État et surtout le rôle des parents et comment revenir à un climat de sérénité. Restez sur notre antenne, madame, messieurs.